En Krav Maga, nous avons des ceintures. Ce système a été adopté dans les années 60 par IMI parce que c'était un système pratique comme on faisait en judo pour évaluer techniquement les élèves. Et donc nous avons repris dans le même ordre que le judo ces ceintures, c'est-à-dire jaune, orange, verte, bleu, marron et noir. Chaque ceinture correspond dans cet ordre à un passage d'examen et on peut évaluer donc les personnes avec les techniques correspondant aux ceintures. La ceinture jaune, c'est la première ceinture et donc elle constitue la première base de notre formation, à notre discipline. Ensuite vient donc la ceinture orange, verte, bleu, marron et noir. À partir de la ceinture verte, en plus, nous avons un combat dur, également pour tester le courage, la lucidité et le respect de chaque pratiquant. Et on ne peut pas mieux évaluer le courage, le respect et la lucidité que dans un combat. Sans lequel le Krav Maga ne serait que virtuel. Et donc ce combat va mettre en quelque sorte à l'épreuve les pratiquants qui sont volontaires. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de passer des ceintures, mais ces pratiquants volontaires vont aller un petit peu plus à proximité, vont arriver un petit peu plus à proximité de leur potentiel, de leur limite. Et c'est pourquoi nous pratiquons les combats à partir de l'examen ceinture verte. Dans ce film, nous verrons la toute première base du Krav Maga, constituée par la ceinture jaune puis par la ceinture orange. Donc ce film englobe les deux examens de ceinture. Et on y voit tout depuis le départ. Comment donner un coup de poing ou comment donner un coup de pied sans montrer le démarrage, la position de garde, les déplacements, les systèmes, les techniques de défense du début et donc très très basique avec les bons appuis et le bon équilibre. Pour la ceinture jaune, il faut attendre déjà 4 mois, donc 4 mois après le début des cours. Si on a commencé par exemple en septembre, aux alentours du mois de janvier, hein, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, et aux alentours du mois de janvier, avec les quelques jours de vacances scolaires, etc., on fait le premier passage de ceinture, qui est composé uniquement de techniques de base. Pour le moment, les élèves ne sont pas prêts au combat, même si après 3 mois, on commence déjà à initier les gens de manière très très ludique et de façon à ce qu'elles prennent de plus en plus d'assurance. La ceinture orange, c'est pareil, c'est sans combat, c'est technique uniquement. C'est donc l'échelon un petit peu au-dessus, on doit savoir plus de choses et bien sûr mieux maîtriser ce qu'on savait déjà, ce qu'on connaissait à la ceinture jaune. Cette ceinture orange a lieu 4 ou 5 mois plus tard, c'est-à-dire à la fin de la première saison. Ensuite, ça sera une ceinture par an. L'année suivante, ceinture verte, l'année d'après, ceinture bleue, l'année encore d'après, ceinture marron, et enfin, 1 an plus tard, ceinture noire. Chaque enseignant agréé par notre fédération, qui est lui-même ceinture noire. Tous les enseignants ne sont pas ceinture noire, certains n'ont aucune ceinture. Ils sont initiateurs, ils ont passé le premier cursus qui leur permet, avec notre logo et avec notre agrément, d'enseigner de façon initiatrice. Mais ces gens-là qui n'ont pas de ceinture ne peuvent pas faire passer d'examen. Les gens qui sont aide moniteurs, et donc ça correspond à un niveau de ceinture bleue, ces gens-là peuvent faire passer les examens jusqu'à la ceinture orange. Quant aux ceintures noires de notre fédération, dans quelque endroit que ce soit, en France ou en Belgique ou en Suisse ou en Pologne ou en Finlande et bientôt en Espagne, ces ceintures noires donc peuvent faire passer jusqu'à la ceinture bleue. Ensuite, pour ce qui concerne la ceinture marron et la ceinture noire, chacun des futurs examinés devront passer par moi,
qui jugera si oui ou non ils ont la possibilité d'avoir leur ceinture marron ou leur ceinture noire. Il est très important pour nous que nous soyons d'une part bien représentés, c'est-à-dire que nos enseignants soient très très bien formés techniquement, et que par la suite, que les gens aient un support pour pouvoir apprendre les techniques en fonction de notre programme. Et c'est la raison pour laquelle nous mettons en scène ces différentes cassettes qui vont nous permettre d'ajouter un bon support pour les gens qui souhaitent se former à notre discipline. Ces cassettes comportent des techniques qui parfois ont été vues dans d'autres cassettes auparavant, mais on les a quand même réalisées. On est quand même en passe de réaliser toutes les cassettes des différentes ceintures pour la raison que nous avons une très très grosse demande de programmes par ceinture. Nous avons ici un ordre bien établi et qui permettra aux gens de s'y retrouver pour leur passage d'examen. D'autant que nous sommes actuellement un petit peu plus de 3000. À la fin du mois de juin dernier, donc de la saison 2003, nous étions un petit peu plus de 3000. Et la saison précédente, à peu près 2000. Ce qui fait que nous avons augmenté notre effectif de licenciés de 50%. Et là, apparemment, dans l'année 2003-2004, nous aurons une forte augmentation aussi. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé, en accord avec le magazine Karaté Bushido, de réaliser ces différentes cassettes, programme par ceinture. Face à la caméra, toutes les actions seront contraires pour qu'en les visualisant, le spectateur se retrouve comme face à un miroir. La main gauche correspond à la main droite de l'étudiant, le pied gauche au pied droit, etc. De profil, ces actions sont à nouveau exécutées dans leur sens normal. Dans ce film, vous constaterez que certaines techniques se travaillent depuis une position naturelle et d'autres depuis la position de garde. Il est important de maîtriser notre discipline lorsque l'on est en garde parce qu'en situation de combat, on ne sera jamais aussi protégé que dans celle-ci. Il est cependant primordial, dans une situation de self-défense, de pouvoir démarrer sans avoir à passer par la garde. Il s'agit ici de bagarre et non de combat sportif. Ce qui veut dire que si les deux ne sont pas prévenus du départ de l'attaque de l'autre, il faut pouvoir commencer l'action depuis la position où l'on se trouve, sans avertir son antagoniste par des mouvements inutiles ou en passant par une garde. Par la suite, il faudra aussi savoir commencer les attaques depuis des positions aussi variées qu'assis, sur une banquette ou sur un fauteuil, ou couché dans un lit ou à même le sol. Dans le cas où les deux savent à l'avance que l'affrontement aura lieu et que la distance se permet, le travail en garde est préconisé. Coup de poing direct, du gauche et du droit, sans garde et en garde. Sans la garde, il faut s'exercer à ne pas prévenir de l'attaque par des mouvements parasites ou crispations inutiles.
depuis la garde directe en se déplaçant dans toutes les directions. Coup de coude. Différents coups. Coup porté avec la paume.
coup du marteau. Arrêt de l'agresseur qui avance à l'aide d'un direct léger, porté avec la paume et les doigts en tentant de ne pas causer de gros dommages. Différents coups de poing direct. Coup de poing direct en attaque en bas. Gauche. Droit. Au moment de l'attaque, le poing et le visage sont au même niveau afin de limiter les risques de contre. Coup de poing direct en défense. Gauche, puis droit. Le coup est porté simultanément avec une esquive du buste sur le côté. Coup de poing en crochet. Crochet du droit au visage. Crochet du gauche. Avec partenaire, différents crochets portés au visage et au corps. Poing et visage, même niveau. Uppercut. Coup de poing porté de bas en haut, avec l'aide de tout le corps, ainsi que tous les autres coups, pieds ou poings.
Avec partenaire, au visage et au corps, puis combinaison uppercut et crochet. Coup du marteau. Niveau et direction différents. Avec partenaire. Coup du marteau en revers tourné. Le corps ne précède pas l'action du poing qui attaque. C'est au contraire celui-ci qui entraîne toute action en un mouvement d'un seul bloc. Combinaison des différents coups. Paume, poing, doigt tendu. Pour l'apprentissage du contrôle instantané de la partie de la main qui frappera. Cet apprentissage est primordial car au moment de l'impact, le choc sera subi non seulement par celui envers qui est destiné le coup, mais aussi par cette partie de la main qui donnera le coup. De la position neutre, sans garde, défense intérieure de la paume de la main ou de l'avant-bras, avancée et contre-attaque de l'une ou l'autre des deux mains.
De la position de garde, défense extérieure en tournant la paume vers l'extérieur. La déviation s'effectue avec la paume de la main ou l'intérieur de l'avant-bras. Au moment de la parade, avancez dans son sens opposé. Depuis la garde, défense extérieure en piqué vers l'avant-bras avec le bras arrière. Simultanément, avancez en diagonale. L'autre main est positionnée plus haut. Dans le cas où le pied attaquant se dirige vers le haut, c'est cette dernière qui déviera le coup. Contre coup de pied porté au niveau moyen ou haut. Les avant-bras sont à peu près verticaux et évitent un blocage en force au profit d'une déviation non traumatisante pour le défenseur. Exercice d'apprentissage du déplacement sur avancée du partenaire qui effectue un travail léger en donnant des directs. Ce travail favorise l'apprentissage de l'esquive du buste en mouvement. Les coups de pied circulaires, ajoutés à l'exercice, obligent le pratiquant qui n'est plus tout à fait débutant à ce stade à rechercher de bons appuis en parfait équilibre malgré la mobilité exigée dans ce cas. Roulade avant, épaule droite. Roulade arrière, épaule gauche. Roulade avant, épaule droite, enchaînée d'une roulade arrière, épaule gauche.
Lors d'une poussée violente dans une descente par exemple, de l'éjection d'une voiture en marche ou simplement en tombant d'une bicyclette, cette alternative peut s'avérer intéressante. Chute arrière amortie. Au sol, un pied maintient le corps en appui. L'autre est replié, prêt à se détendre contre l'éventuel assaillant. Chute avant, amortie en souplesse, par flexion des bras. Position de garde générale. Main ouverte pour ne pas perdre de temps au moment des saisies éventuelles. Déplacement statique, toute direction. La garde. Direct. Avec partenaire. Circulaire. Avec partenaire. Côté. Avec partenaire. Arrière. Avec partenaire. Shadowboxing. Déplacement dans toutes les directions en exerçant les coups de pied et poings après jusqu'ici.
Série enchaînée d'attaques pied-point. Série courte. De la position de face sans garde, défense intérieure de la paume sur le côté. Même défense depuis la position de garde. Depuis la garde, défense en poussant le direct attaquant vers le bas. Différentes défenses. De la position de face, on recule d'un pas et de la jambe avant, coup de pied aux parties génitales ou autre endroit sensible. Déviation intérieure de la jambe gauche attaquant par le côté intérieur de la jambe gauche du défenseur. Défense du plat du pied avant contre coup de pied bas direct gauche ou droit. Défense du plat du pied arrière contre coup de pied bas direct gauche ou droit. À courte distance contre-attaque circulaire,
porté en 360 degrés autour du défenseur. Défense et contre simultanés. Utilisation d'objets à disposition, ici un trousseau de clés, permettant de désorienter l'agresseur. Roulade avant, épaule gauche. Roulade arrière, épaule droite. Roulade avant, épaule gauche et arrière, épaule droite. Chute vers l'arrière. Volte-face et amorti par flexion des bras. Chute amortie en arrière, en hauteur. Chute amortie sur le côté en hauteur. Avancer en pas chassé, un pas chasse l'autre. Au départ, le poids est porté principalement sur la jambe avant.
Avancer en pas glissé. Au départ, le poids est principalement sur la jambe arrière qui pousse vers l'avant au moment où le coup de pied démarre. Action. Avec partenaire. Quatre types de parades. Parade de la main droite et contre simultané de la gauche contre une gauche. Parade de la main gauche et contre simultané de la droite contre une droite. Parade et contre-attaque de la même main. Droite contre une gauche, gauche contre une droite. Parade de la droite vers le bas contre une gauche et contre simultané de la gauche. Parade de la gauche vers le bas contre une droite et contre simultané de la droite. Parade de la gauche contre une gauche et contre-attaque de la gauche en direct retourné. La première de ces défenses a été vue au programme de la jaune. Elle doit à présent être mieux exécutée au niveau de cette ceinture. Défense extérieure contre coup de poing direct. 3 types de parades courtes et 3 parades longues. Pour exécuter les parades longues, il faut avoir vu le coup du partenaire partir très tôt pour l'intercepter le plus proche possible de son démarrage. À la 7e parade, on fait passer le coup en l'accompagnant derrière la tête de l'avant-bras gauche replié vers l'arrière. La dernière défense est classique vers le haut. On peut encore gagner du temps en pliant le genou simultanément. On ajoute ainsi à celle du bras la vitesse du fléchissement des jambes. Dégagement des prises de main, la riposte devant être proportionnelle à l'attaque. Il est important de se dégager d'une prise de main sans avoir à frapper l'agresseur, s'il est possible de l'éviter. Dans le cas où le danger serait trop grand, le dégagement serait bien sûr largement facilité s'il était précédé de frappes correctement exécutées.
continue à tenir avec la main gauche. Saisie de l'avant-bras ou du poignet des deux mains, coup au parti, demi-tour sous le bras, coup de genou, clé de bras, amené au sol et contrôle. Si l'agresseur positionne son bras d'une manière qui rend plus difficile l'exécution de la clé, on devra s'adapter en contre-attaquant différemment, en pied-point par exemple. Même étranglement. Projection. Dégagement d'étranglement avant. Retraite d'un pas en levant un bras et contre-attaque du même bras. L'épaule du bras levé créera un levier en se rapprochant de l'oreille. Ce levier favorisera le relâchement de la prise à la gorge. Dégagement d'étranglement arrière. Avancée d'un pas en levant un bras et contre-attaque du même bras. Dégagement d'étranglement de face. Crochetage en diagonale des mains de l'adversaire et coup de pied ou coup de genou. Arrêt de l'agresseur avant l'étranglement. Doigt tendu vers les yeux ou la gorge ou coup porté avec la paume, comme vu précédemment, occasionnant un danger moindre. Dégagement d'étranglement arrière. L'agresseur peut aussi tirer sa victime vers lui, accroissant la difficulté d'un dégagement en bon équilibre. Projetage vers le bas des mains de l'adversaire tout en reculant en diagonale en arrière. Attaque de la main aux parties génitales et du coude au visage. Demi-tour et suite possible. Même dégagement. Possibilité de clé au poignet si celui-ci est toujours saisi après le demi-tour. Dégagement de prise de coude de côté. Attaque aux parties génitales. Pression des doigts aux points sensibles du visage et dégagement de l'agresseur vers l'arrière. Krav Maga veut dire Krav, combat, Maga, contact, combat rapproché. En fait, le Krav Maga, c'est pas un art martial en plus. C'est pas un art martial en plus du judo, en plus du karaté ou en plus des boxes, certaines boxes. Hein. Moi, je les considère parfois comme des arts martiaux. C'est pas en plus, c'est simplement, ce sont des principes qui régissent la discipline qui font que c'est du Krav Maga ou pas. Moi, si quelqu'un pratique le Krav Maga, même s'il a un style très différent du mien, je vais voir que c'est du Krav Maga à partir du moment où il est authentique et qu'il conserve ses principes de sécurité. C'est donc plus des principes qu'un art martial supplémentaire. Tout d'abord, il ne faut pas qu'il y ait des règlements. Les règlements sont de très bonnes choses puisqu'il faut qu'il y ait des compétitions et dans le souci de préserver la santé des pratiquants, il faut absolument qu'il y ait ces règlements. Par contre, nous, on en fait un sport agréable à pratiquer, mais pas pour les compétitions de toute façon, puisqu'on veut garder donc l'intégralité de la self-défense et ne pas parasiter cette self-défense par des règles qui seront restrictives
en même temps qu'on se spécialisera. Ça ne sera que mauvais pour la discipline. Imi Lichtenfeld était quelqu'un qui était paradoxalement très humaniste. Paradoxal parce qu'avec cette discipline qu'il a créée, on peut s'étonner qu'il soit aussi humaniste. En fait, il était le contraire de ce qu'il a créé. Moi, je pense que finalement, le paradoxe, en réfléchissant bien, n'est pas si invraisemblable que ça, parce que peut-être que la recherche du mouvement le plus pur, le plus dénué de fioriture, fait que finalement, c'est pas incompatible. Lui, il est né en 1910, donc il a connu, ou tout au moins ses parents, la Première Guerre mondiale, puis la Deuxième Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres qui a été à la fois une belle époque et une époque troublée. Et donc c'était peut-être un moment idéal pour quelqu'un qui avait des facilités dans le sport en général, dans les sports de combat en particulier, de créer une méthode aussi perfectionnée pour se défendre. Imi, lui, l'a pas forcément, bon bien sûr, il a été dans les forces dans la Haganah, donc avant l'armée d'Israël dans les années 40, puis l'armée d'Israël en 48 a été créée, donc il a continué de la Haganah aux forces d'armée israéliennes Tsahal. Et principalement, c'est là-bas que le Krav Maga a été enseigné, mais ensuite il a été introduit dans le civil. Imi, lui, faisait le vœu que chaque enfant dans les écoles puisse apprendre à se défendre. Donc enfant civil, puisque les enfants en Israël ne sont pas militaires. En 64, Imi est parti de l'armée, il est parti à la retraite, et à partir de ce moment-là, il a commencé à former ses premiers élèves dans le civil. Élèves qui ont assuré la pérennité dans le civil et l'expansion du Krav Maga au départ petit à petit. Puis ensuite, par exemple, aux États-Unis, ça a été introduit par Darren Levine. En France et en Europe, c'est moi qui l'ai introduit. Au Brésil, quelqu'un qui s'appelle Kobe qui donne des cours là-bas et qui peu à peu forme des enseignants qui continuent à donner des cours.